Août 1198. Le pape Innocent III vient d'être élu depuis quelques mois seulement. À peine installé sur le trône de Saint-Pierre, il lance un appel qui résonne dans toute la chrétienté. Une nouvelle croisade. La 4e. L'objectif est clair, reconquérir Jérusalem, tombée aux mains de Saladin quelques années plus tôt. Mais les temps ont changé. Les rois ne se bousculent plus pour prendre la croix. Le Saint-Empire se bat contre le pouvoir papal. L'Angleterre et la France sont en guerre. L'enthousiasme des premières croisades s'est éteint. Pourtant, un moine nommé Foulques de Neuilly parcourt les terres et prêche avec ferveur. En novembre 1199, lors du tournoi des cris, des chevaliers répondent enfin à l'appel. Parmi eux, le comte Louis de Blois, Thibaut de Champagne, Baudouin de Flandre, le duc Eudes de Bourgogne. Ils sont 4500 chevaliers, 9000 écuyers, 20 000 fantassins. Une armée respectable, mais bien loin des 30 000 hommes espérés. Thibaut de Champagne prend la tête de cette croisade. Le pape a donné ses instructions. Il faut frapper l'Égypte, poumon du monde arabe, s'emparer de ses ports. Ensuite, on négociera l'échange contre Jérusalem. Mais il y a un problème majeur. Pour atteindre l'Égypte, il faut des navires. Beaucoup de navires. Et en 1200, une seule cité dispose de la puissance maritime nécessaire, Venise. Durant l'hiver 1200 à 1201, des émissaires sont envoyés négocier avec la Sérénissime République. Parmi eux, le chevalier Geoffroy de Villehardouin, qui deviendra plus tard le chroniqueur de cette croisade. Gênes refuse l'offre. Venise, elle, accepte. Mais à quel prix? Venise en 1202 n'est plus la petite cité lagunaire des siècles passés. C'est la première puissance maritime de Méditerranée. Ses marchands contrôlent les routes commerciales, ses galères sillonnent toutes les mers. Et à sa tête se trouve un homme extraordinaire, Enrico Dandolo. Élu doge en 1192 à l'âge de 85 ans, presque aveugle, ce vieillard possède une énergie et une ruse politique qui dépassent celles de n'importe quel jeune prince. Les négociateurs croisés arrivent à Venise avec leurs demandes. Dandolo écoute. Il calcule. Il réfléchit. Finalement, il propose un marché. Venise fournira 200 navires capables de transporter toute l'armée, plus le ravitaillement pour 9 mois. Le prix, 85 000 marques d'argent. Une somme colossale, représentant le double du revenu annuel du royaume de France. En échange de cette fortune, les Vénitiens exigent aussi la moitié de toutes les conquêtes réalisées par les croisés. Le traité est signé. Les croisés s'engagent. Mais entre la signature et l'embarquement, le destin frappe. En mai 1201, Thibaut de Champagne meurt subitement. Le seigneur italien Boniface de Montferrat le remplace à la tête de l'expédition. Un choix qui aura des conséquences. L'été 1202 arrive. Les croisés convergent vers Venise. Ils s'installent sur le Lido, cette bande de terre qui sépare la lagune de la mer. Dandolo vient les inspecter. Ce qu'il découvre le glace. Au lieu des 30 000 hommes prévus, il n'en voit qu'un tiers. Beaucoup de seigneurs bourguignons et provençaux ont choisi d'embarquer depuis Marseille. D'autres ont simplement renoncé. L'armée rassemblée ne compte que 10 000 hommes. Les émissaires croisés font leur compte. Ils ont collecté 50 000 marques d'argent. Il en manque 35 000. Venise a construit des centaines de navires, mobilisé 6 000 marins, interrompu son commerce pendant des mois. La République a investi massivement. Et voilà que les croisés ne peuvent pas payer. Dandolo se trouve devant un dilemme. Il peut annuler le contrat et ruiner Venise, qui a suspendu toutes ses activités commerciales. Ou il peut trouver une solution. Le doge convoque les chefs croisés. Il leur fait une proposition. Venise accepte de réduire la dette de 34 000 marques. En échange, les croisés doivent aider la République à reprendre la ville de Zara, sur la côte dalmate. Zara, aujourd'hui Zadar, était vénitienne jusqu'en 1186. Puis elle est passée sous contrôle hongrois. Depuis, elle refuse de reconnaître la suprématie commerciale de Venise. C'est une épine dans le pied de la Sérénissime. Les croisés délibèrent. Certains s'indignent. Zara est une ville chrétienne, catholique qui plus est. Comment peuvent-ils attaquer des frères dans la foi? Mais la majorité comprend qu'ils n'ont pas le choix. Sans les navires vénitiens, la croisade s'arrête là. Ils acceptent le marché de Dandolo. Le 8 novembre 1202,
une flotte de 480 navires met le cap sur Zara. Les habitants de la ville comprennent ce qui les attend. Dans un geste désespéré, ils pendent des crucifix aux remparts. « Regardez !» semble-t-il crier, « nous sommes chrétiens comme vous. Cela ne change rien. » Le 15 novembre, après une semaine de siège, Zara capitule. Les croisés et les Vénitiens se partagent le butin durant 3 jours de pillage. La nouvelle arrive aux oreilles du pape Innocent III. Sa réaction est immédiate et furieuse. Il rédige une bulle d'excommunication pour tous les participants. Dandolo et les croisés sont chassés de l'église. Mais les croisés envoient des messagers à Rome, expliquent qu'ils ont été contraints, qu'ils n'avaient pas le choix. Le pape, après réflexion, leur accorde son pardon. Pas aux Vénitiens, cependant. Dandolo reste excommunié. L'hiver s'installe. L'armée croisée reste bloquée à Zara, attendant le retour du beau temps. C'est alors qu'arrivent des ambassadeurs. Ils viennent de la part de Philippe de Souabe, roi d'Allemagne. Avec eux se trouve un jeune homme de 20 ans, Alexis Ange, fils de l'empereur byzantin Isaac II. L'histoire d'Alexis Ange commence par un drame familial. En 1195, son père Isaac II régnait sur l'empire byzantin depuis Constantinople. Son frère, également nommé Alexis, l'a renversé dans un coup d'État brutal. Isaac a été jeté en prison et aveuglé, selon la vieille coutume byzantine qui veut qu'un empereur défiguré ne peut plus régner. Le fils d'Isaac, le jeune Alexis, a réussi à s'enfuir. Il s'est réfugié chez son beau-frère Philippe de Souabe. Maintenant, ce jeune prince arrive devant les croisés avec une proposition alléchante. S'ils l'aident à récupérer le trône de Constantinople, s'ils chassent son oncle usurpateur Alexis III, il leur promet 200 000 marques d'argent pour rembourser les Vénitiens, 10 000 soldats pour la conquête de Jérusalem, la soumission de l'Église orthodoxe de Constantinople au pape de Rome. Tout ce qu'il demande en retour, qu'il le place sur le trône aux côtés de son père libéré. Les croisés se divisent. Beaucoup jugent que c'est allé trop loin. Attaquer Zara était déjà limite, mais au moins c'était une ville rebelle. Constantinople, c'est la capitale de l'Empire byzantin, le bastion de la chrétienté orientale, la deuxième Rome. Des chevaliers refusent catégoriquement et rentrent chez eux. Simon de Montfort, futur héros de la croisade contre les Albigeois, part avec eux. Mais d'autres calculent, les Vénitiens surtout. Dandolo connaît Constantinople. Il y a été ambassadeur dans les années 1170 et 1180. Il a négocié avec les empereurs byzantins. En 1171, l'empereur Manuel avait fait arrêter et emprisonner tous les marchands vénitiens présents dans l'Empire, confisquant leurs biens. Un coup terrible pour Venise. Depuis, les relations entre les deux puissances sont tendues. Les Byzantins favorisent Gênes et Pise, les rivales de Venise. Dandolo voit dans cette proposition une occasion en or. Il y a aussi la question de l'argent. Les croisés doivent encore 35 000 marques. Si Alexis tient sa promesse, tout sera remboursé et il en restera largement pour continuer jusqu'en Terre Sainte. La majorité se laisse convaincre. Le 7 avril 1203, la flotte quitte Zara et met le cap vers Constantinople. Juin 1203. Les navires vénitiens et les transports de troupes croisées arrivent en vue de Constantinople. Pour la plupart des chevaliers francs, c'est un choc. Ils n'ont jamais rien vu de pareil. Geoffroy de Villehardouin, dans sa chronique, écrit que les hommes n'en croient pas leurs yeux. Constantinople compte environ 300 000 habitants à cette époque. Venise, la plus grande ville d'Europe occidentale, n'en a que 80 000. Paris, Londres, ce sont des bourgades en comparaison. La ville s'étend sur 7 collines. Ses murailles, construites sous Théodose au 5e siècle, n'ont jamais été percées. 3 enceintes successives, des tours tous les 50 mètres, des fossés profonds. Le palais impérial est une merveille d'architecture byzantine. L'hippodrome peut accueillir 100 000 spectateurs. La basilique Sainte-Sophie, avec son dôme immense, domine toute la cité. Les églises regorgent de reliques, des fragments de la vraie croix, le mandilion, cette écharpe qui aurait porté l'empreinte du Christ, des ossements de saints par centaines. La flotte vénitienne s'approche. L'empereur Alexis III observe depuis les remparts. Il dispose d'une armée respectable, incluant la garde Varègue, ces vikings et anglo-saxons, réputés pour leur férocité et leur loyauté absolue à l'empereur. Mais il commet une erreur.
Il laisse les croisés s'emparer de la tour de Galata, sur la rive nord de la Corne d'Or. Cette tour est stratégique. De la part une énorme chaîne qui barre l'entrée de la Corne d'Or, le port naturel de Constantinople. Tant que cette chaîne est tendue, aucune flotte ennemie ne peut pénétrer dans le port. Les Vénitiens prennent la tour le 6 juillet. Ils brisent la chaîne. La flotte s'engouffre dans la Corne d'Or. Le 17 juillet 1203, l'assaut est donné. Les Vénitiens attaquent par la mer avec leurs galères équipées de ponts volants. Les croisés attaquent par terre avec des échelles et des béliers. Dandolo, nonagénaire et presque aveugle, se tient debout à la proue de sa galère. Il ordonne qu'on le débarque sur la plage, devant les murailles. Ses hommes hésitent, mais obéissent. Le vieux doge marche vers les murs, le gonfalon de Saint-Marc à la main. Les combats sont acharnés. La garde Varègue défend chaque tour, chaque portion de muraille. Mais les Vénitiens réussissent à prendre pied sur les remparts. Dans la ville, la panique gagne. Alexis III comprend qu'il va perdre. Durant la nuit du 17 au 18 juillet, il fait charger les trésors du palais sur des chariots et s'enfuit de Constantinople. Il abandonne sa capitale, son trône, son peuple. Les portes de Constantinople s'ouvrent. Les croisés entrent sans combattre. Ils libèrent Isaac II de sa prison. Le vieil empereur aveugle est ramené au palais. Son fils Alexis est couronné empereur aux côtés de lui le 1er août 1203. Alexis IV devient co-empereur de Byzance. Les croisés ont tenu leur part du marché. Maintenant, c'est au tour du jeune empereur de tenir ses promesses. Mais très vite, les problèmes apparaissent. Alexis IV découvre que son oncle Alexis III a vidé les caisses en s'enfuyant. Le trésor impérial est presque vide. 200 000 marcs d'argent, il n'y en a pas le quart. Le nouvel empereur commence à chercher des solutions. Il augmente les impôts. Il fait fondre des objets précieux. Il pille les églises pour récupérer l'or et l'argent des reliquaires. La population byzantine le déteste déjà. Les croisés ne sont pas mieux accueillis. Isaac II et Alexis IV leur ont demandé de ne pas s'installer dans Constantinople même, mais à Péra, de l'autre côté de la Corne d'Or. Des rixes éclatent entre les communautés grecques orthodoxes et latines catholiques. Les Byzantins appellent ces Occidentaux les Francs ou les Latins, et ils les voient comme des barbares cupides. En août 1203, une bagarre dégénère. Des Latins attaquent une mosquée où s'étaient réfugiés des marchands musulmans et des Grecs. Pour repousser leurs agresseurs, certains croisés allemands mettent le feu à la mosquée. Le vent se lève, les flammes se propagent. Un gigantesque incendie ravage Constantinople pendant 2 jours. Des quartiers entiers sont détruits. Les Byzantins accusent les croisés. La haine monte. Alexis IV essaie de gagner du temps. Il demande aux croisés de rester 6 mois de plus à son service. Il les paie partiellement avec ce qu'il arrive à collecter. Durant l'été, il mène même 6 000 hommes de l'armée croisée contre son oncle Alexis III, qui s'est réfugié à Andrinople. Mais cela ne suffit pas. Les croisés veulent leur argent. Les Vénitiens veulent leurs 200 000 marcs. Dandolo commence à perdre patience. L'hiver 1203 à 1204 s'installe. Dans Constantinople, la tension devient insupportable. Les Byzantins considèrent Alexis IV comme un traître, une marionnette des Latins. Ils voient leur ville pillée pour payer des barbares. Les croisés, eux, se sentent trahis. Ils ont placé cet empereur sur le trône, et maintenant il ne peut pas payer ce qu'il a promis. Les négociations deviennent de plus en plus tendues. 26 janvier 1204. Un homme se lève dans Constantinople. Il s'appelle Alexis Doukas, mais tout le monde le connaît sous le surnom de Murzuphle, celui qui a les sourcils joints. C'est un noble byzantin, commandant d'armée, diplomate expérimenté. Il a servi loyalement Alexis III. Ironiquement, c'est Alexis IV qui l'a libéré de prison quand il est monté sur le trône. Maintenant, Murzuphle va le renverser. Le coup d'État est rapide. Murzuphle bénéficie du soutien du peuple et d'une partie de l'armée. Les Byzantins en ont assez d'Alexis IV et de son père. Ils veulent un empereur qui défendra Constantinople contre les Latins, pas qui les paiera avec l'or des églises. Murzuphle entre dans le palais avec ses hommes. Alexis IV est arrêté, jeté en prison. Le 8 février 1204, il est étranglé dans sa cellule.
Isaac II meurt quelques jours plus tard, probablement de peur ou empoisonné. Murtzuphl se fait proclamer empereur sous le nom d'Alexis V. Il prend immédiatement des mesures. Il fait reconstruire les portions de murailles endommagées lors du siège précédent. Il renforce les défenses, il chasse les Latins de la ville et déclare ouvertement qu'il va débarrasser Constantinople de ses barbares. Le message est clair, plus question de négocier. Pour les croisés, c'est la catastrophe. Leur débiteur vient d'être assassiné. Aucun espoir de récupérer l'argent promis. Venise a investi des fortunes dans cette expédition. Dandolo a 97 ans maintenant. Il n'a pas de temps à perdre. Il faut trouver une solution. Et la solution qui s'impose dans son esprit est radicale. Prendre Constantinople, la piller, se payer directement. Le doge convoque Boniface de Montferrat et les autres chefs croisés. Il leur expose son plan. Il faut attaquer Constantinople une nouvelle fois. Mais cette fois, pas pour placer un empereur fantoche. Cette fois pour conquérir la ville et se partager l'empire byzantin. Les croisés hésitent encore. Certains refusent, mais Dandolo insiste. Il fait venir le clergé latin. Les prêtres et évêques qui accompagnent la croisade produisent alors une justification théologique remarquable. Ils affirment que les Grecs orthodoxes sont des traîtres et des assassins. Ils ont tué leur seigneur Alexis IV. Pire encore, ils sont schismatiques. Ils refusent de reconnaître l'autorité du pape. Le langage devient incendiaire. Les Grecs sont pires que les Juifs, clament les prêtres. Attaquer Constantinople n'est pas un crime, c'est une œuvre pie, une mission spirituelle pour ramener les schismatiques dans le giron de l'Église. Il y a un détail important que les prêtres cachent aux croisés. Le pape Innocent III a envoyé une lettre condamnant fermement toute attaque contre Constantinople. Mais cette lettre est dissimulée par le clergé latin présent sur place. Les croisés ne la verront jamais. Mars 1204. Avant même de donner l'assaut, les croisés et les Vénitiens concluent un traité. Le traité Partitio Romaniae, le partage de l'Empire romain d'Orient. Ils se répartissent les territoires byzantins comme des joueurs se partagent des cartes. Venise obtient les 3/8 de Constantinople, plus les îles Ioniennes, la Crète, l'Eubée, Andros, Naxos et des points stratégiques sur la côte de la mer de Marmara. Le reste ira au nouvel empereur latin qui sera élu et aux seigneurs croisés. Ce traité révèle la vérité. L'attaque de Constantinople n'est pas un accident, une déviation malheureuse. C'est une conquête planifiée, organisée, méthodique. Les croisés et les Vénitiens savent exactement ce qu'ils font. Ils vont détruire l'Empire byzantin et se le partager. Le 9 avril 1204, la première attaque est lancée à l'aube. Les Vénitiens attaquent les remparts maritimes le long de la Corne d'Or, là où ils ont eu le plus de succès l'année précédente. Les croisés donnent l'assaut par terre. Mais Alexis V a bien préparé sa défense. La garde Varègue tient bon. Les Grecs jettent d'énormes projectiles sur les engins de siège, détruisant les tours mobiles. Le vent souffle de la rive et empêche les navires vénitiens de s'approcher des murailles. Après plusieurs heures de combats désespérés, l'attaque échoue. Les croisés n'ont pris que 5 tours et ne peuvent pas les défendre. En milieu d'après-midi, ils sonnent la retraite. C'est un échec cuisant. Dans le camp croisé, certains commencent à douter. Peut-être devraient-ils abandonner et rentrer chez eux. Mais Dandolo refuse de renoncer. Le 12 avril, les conditions météorologiques changent. Le vent tourne. C'est le moment. Les Vénitiens ont modifié leurs galères, ajoutant des ponts volants plus hauts. Cette fois, l'assaut est mieux coordonné. Les galères vénitiennes s'approchent des murailles. Les ponts volants se déploient. Les premiers soldats sautent sur les remparts. Les combats sont extrêmement sanglants. La garde Varègue se bat avec acharnement. Ces guerriers nordiques connaissent un seul code, défendre l'empereur jusqu'à la mort. Ils manient leurs haches à 2 mains avec une précision mortelle. Mais les Vénitiens sont plus nombreux. Ils submergent les défenseurs. Une tour tombe, puis une autre, puis une section entière de murailles. Les croisés, de leur côté, réussissent à percer les défenses terrestres dans le quartier des Blachernes, au nord-ouest de la ville. Une brèche est ouverte. Des chevaliers en armure s'y engouffrent. Dans Constantinople, Alexis V comprend que tout est perdu. Durant la nuit du 12 au 13 avril, il s'enfuit. Comme son prédécesseur Alexis III, il abandonne sa ville. Pour se protéger durant la nuit, certains croisés allemands de la division de Boniface de Montferrat
allument des incendies pour tenir les Grecs à distance. C'est le troisième grand incendie que subit Constantinople durant cette croisade. Des quartiers entiers brûlent à nouveau. Le 13 avril 1204 au matin, Constantinople tombe. Les croisés et les Vénitiens se répandent dans la ville. Ils ont promis de respecter les habitants, de ne piller que modérément. Mais une fois les portes franchies, toute discipline s'évanouit. Commence alors l'un des pillages les plus catastrophiques de l'histoire. Robert de Clary, chevalier subalterne dans l'armée croisée, écrit dans sa chronique que le carnage commence immédiatement. Les soldats tuent tous ceux qui résistent. Les sources byzantines et latines s'accordent sur le nombre. Environ 2000 Grecs sont massacrés dans les premières heures. C'est relativement peu pour une ville de 300 000 habitants, mais c'est déjà trop. Les femmes sont violées, sans distinction d'âge ou de statut. Des nonnes sont arrachées de leur couvent et violentées. Les hommes sont massacrés. Les vieillards ne sont pas épargnés. Les croisés ont attendu des mois pour récupérer leur argent, et maintenant ils vont se servir eux-mêmes. Les églises sont les premières cibles. Les croisés défoncent les portes de Sainte-Sophie, la plus grande basilique de la chrétienté orientale. Ils arrachent les plaques d'or et d'argent qui décorent l'autel. Ils volent les calices, les reliquaires, les candélabres. Des soldats ivres font monter des chevaux et des mules dans la basilique pour charger plus facilement le butin. Une prostituée, selon le chroniqueur byzantin Nicétas Choniates, s'assoit sur le trône patriarcal et chante des chansons obscènes. Les reliques sont pillées systématiquement. Les croisés savent que ces objets valent des fortunes en Occident. Un fragment de la vraie croix? Un monastère paierait des milliers de marks pour ça. Un os de Saint-Pierre? Une église cathédrale le voudrait. Les reliquaires en or sont brisés, fondus ou gardés selon leur valeur. Les reliques elles-mêmes sont emballées et expédiées vers l'Occident. Le linceul de Mandylion, cette écharpe miraculeuse censée porter l'empreinte du Christ, disparaît. On pense qu'il a été emmené en France comme trophée, mais il sera détruit durant la Révolution française. Un reliquaire en or contenant un fragment de la vraie croix finit dans la cathédrale de Limbourg en Allemagne. Des centaines d'icônes byzantines, peintes par les maîtres des siècles passés, sont volées ou détruites. L'hippodrome de Constantinople est pillé pour tous ses trésors. Au centre de la piste se dresse un quadrige, 4 chevaux de bronze datant de l'Antiquité grecque. Ces statues magnifiques, hautes de plus d'1 mètre chacune, sont démontées et chargées sur les navires vénitiens. Dandolo les veut pour Venise. Elles seront installées sur la façade de la basilique Saint-Marc en 1254, où elles se trouvent encore aujourd'hui, remplacées par des copies pour éviter la pollution. Les palais sont saccagés. Le grand palais impérial, avec ses mosaïques, ses colonnes de porphyre, ses trésors accumulés pendant des siècles, est vidé. Des marbres précieux sont arrachés des murs. Des statues antiques sont brisées ou emportées. Des manuscrits grecs irremplaçables sont brûlés ou détruits. La bibliothèque impériale contient des textes qui n'existent nulle part ailleurs au monde. Certains seront sauvés, beaucoup seront perdus à jamais. Le chroniqueur byzantin Nicétas Choniates décrit des scènes déchirantes. Il raconte comment des familles entières sont massacrées dans leurs maisons, comment des vieillards sont torturés pour révéler où ils cachent leurs biens, comment des mères supplient en vain pour leurs filles. Il écrit « Même les Sarrasins sont miséricordieux et compatissants comparés à ces hommes qui portent la croix du Christ sur leurs épaules. » Robert de Clary, dans sa chronique, décrit l'émerveillement des croisés devant les richesses qu'ils découvrent. Il parle de palais remplis d'or et de pierreries, de vêtements impériaux brodés de fils d'or, de couronnes serties de gemmes, de vaisselle en or massif. Il dit que jamais, depuis la création du monde, autant de butin n'avait été rassemblé en un seul lieu. Le pillage dure 3 jours. Au bout de ces 3 jours, les chefs croisés ordonnent que tout le butin soit rassemblé et compté. Ils ont juré de partager équitablement. Mais beaucoup de chevaliers ont déjà caché des trésors. Martin de Péris, un abbé allemand qui participait à la croisade, remplit des sacs entiers de reliques volées qu'il expédie secrètement vers son monastère en Alsace. D'autres font de même. Le total officiel du butin s'élève à environ 900 000 marks d'argent. Une fortune inimaginable. Venise reçoit 150 000 marks, ce qui lui était dû selon le contrat initial. Les croisés reçoivent 50 000 marks.
100 000 marks sont partagées entre Vénitiens et Croisés selon le traité. Le reste, 600 000 marks, a été secrètement gardé par des chevaliers qui ont violé leur serment. Une fois le pillage terminé, il faut élire un empereur. Le traité Partitio Romaniae prévoit qu'un collège d'électeurs choisira le nouvel empereur latin. Boniface de Montferrat pense que ce sera lui. Il a dirigé la croisade après la mort de Thibaut de Champagne. Il a des liens avec l'ancien empire byzantin, son frère ayant été marié à Marie Comnène. Il semble le candidat naturel, mais Dandolo et les Vénitiens s'opposent à lui, justement à cause de ses liens byzantins. Ils craignent qu'il devienne trop puissant, trop indépendant. Les Vénitiens soutiennent un autre candidat, Baudouin de Flandre. Le 9 mai 1204, Baudouin est élu empereur de Constantinople. Il est couronné le 16 mai dans la basilique Sainte-Sophie par le légat du pape. L'Empire latin de Constantinople est officiellement créé. Baudouin reçoit un quart de l'Empire. Constantinople, la partie qui ne va pas à Venise, la Thrace, le nord-ouest de l'Asie mineure, plusieurs îles de la mer Égée, dont Chios, Lesbos et Samos. Boniface de Montferrat, en compensation pour ne pas avoir été élu empereur, reçoit Thessalonique et crée son propre royaume incluant la Macédoine et Athènes. D'autres seigneurs croisés se taillent dans des fiefs dans les terres byzantines. Venise obtient ce qu'elle voulait vraiment, le contrôle du commerce. Les 3/8 de Constantinople, les îles stratégiques, les ports clés. Dandolo refuse la couronne impériale qu'on lui propose, mais il se fait élire despote de Romanie et prend le titre de Dominator Carte et Dimidi Parti Totius Imperii Romaniae, seigneur de 3/8 de l'Empire romain. Venise devient officiellement une grande puissance impériale. D'une république marchande, elle se transforme en empire maritime. Ce que les Vénitiens ont vraiment gagné, c'est la domination de la Méditerranée orientale. Leurs marchands contrôlent désormais toutes les routes commerciales. Leurs colonies s'étendent de l'Adriatique à la mer Noire. Le drapeau de Saint-Marc flotte sur la Crète, Chypre, les Cyclades, le Bé. Les citoyens vénitiens, qui veulent s'emparer d'îles dans l'archipel, peuvent le faire librement et les tenir en fief de la République. C'est ainsi que se forment le duché de Naxos, les seigneuries de Négrepont, de Stampalia, d'Andros, de Lemnos. Dandolo ne profitera pas longtemps de son triomphe. Il meurt en mai 1205 à Constantinople, à l'âge de 98 ans. Il est enterré dans la basilique Sainte-Sophie, dans le vestibule, sous une dalle de marbre sculptée avec le bonnet ducal et les armes de Saint-Marc. Cette tombe sera probablement détruite quand les Turcs convertiront Sainte-Sophie en mosquée en 1453. Baudouin Ier de Constantinople ne durera pas non plus. En 1205, il est fait prisonnier par les Bulgares lors d'une bataille. Il meurt en captivité la même année. Son frère Henri lui succède et gouvernera jusqu'en 1216. L'Empire latin de Constantinople survivra jusqu'en 1261, avant d'être reconquis par les Byzantins. La chute de Constantinople en 1204 marque un tournant catastrophique pour l'Empire byzantin. Certes, l'Empire ne disparaît pas complètement. 3 États successeurs se forment. L'Empire de Nicée, en Asie mineure, dirigé par Théodore Lascaris, gendre d'Alexis III. Le despotat d'Épire, dans les Balkans occidentaux. L'Empire de Trébizonde, sur la mer Noire. Ces 3 entités byzantines continuent la lutte contre les Latins. C'est l'Empire de Nicée qui jouera le rôle crucial. En 1261, Michel VIII paléologue reconquiert Constantinople et restaure l'Empire byzantin. Mais l'Empire restauré n'est plus qu'une ombre de ce qu'il était avant 1204. Les pertes sont irréparables. Économiquement, Constantinople ne se relèvera jamais. Avant 1204, c'était la ville la plus riche du monde chrétien. Ses marchés regorgèrent de produits venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe. Ses ateliers produisaient les tissus les plus fins, les bijoux les plus raffinés. Après le pillage, la ville est ruinée. Les Vénitiens contrôlent le commerce. Les Byzantins sont devenus des clients, pas des partenaires. Culturellement, la catastrophe est immense. Des œuvres d'art irremplaçables ont été détruites. Des manuscrits anciens ont brûlé. Des connaissances ont disparu. Certains historiens comparent le sac de Constantinople à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ou au sac de Rome par les Vandales. Peut-être même pire, car Constantinople était le gardien de l'héritage grec et romain.
Des textes qui n'existaient nulle part ailleurs ont été perdus à jamais. Politiquement, l'Empire byzantin ne retrouvera jamais sa puissance. Avant 1204, Byzance était un acteur majeur de la Méditerranée. Après 1261, c'est un État faible, coincé entre les ambitions vénitiennes, génoises et surtout turques. Les Ottomans, qui n'étaient qu'une petite tribu en Anatolie en 1204, profiteront de la faiblesse byzantine pour s'étendre. Quand Mehmed II assiégera Constantinople en 1453, la ville ne pourra pas résister. L'empereur Constantin XI mourra en défendant les murailles avec une poignée d'hommes. Les murs qui avaient résisté à tous les assaillants pendant 1000 ans tomberont face aux canons ottomans. Beaucoup d'historiens pensent que sans le sac de 1204, Constantinople n'aurait peut-être jamais tombé en 1453. La véritable tragédie du sac de Constantinople, c'est la rupture définitive entre les chrétientés d'Orient et d'Occident. Certes, le schisme de 1054 avait déjà séparé l'Église orthodoxe et l'Église catholique, mais c'était surtout une affaire de théologiens et de patriarches. Les peuples, eux, se considéraient encore comme frères dans la foi. Après 1204, cette fraternité est morte. Les Byzantins, les Grecs, tous les orthodoxes voient désormais les Latins comme des barbares sanguinaires, des hérétiques cupides. Ils n'oublient pas que ces hommes qui se disaient croisés, qui portèrent la croix du Christ, ont violé leurs femmes, massacré leurs enfants, profané leurs églises. Nicétas Choniates écrit dans sa chronique qu'il préférerait voir le turban musulman à Constantinople plutôt que la tiare latine. D'autres chroniqueurs byzantins expriment le même sentiment. Cette phrase deviendra presque prophétique. En 1453, quand les Ottomans prendront Constantinople, certains Byzantins y verront une délivrance plutôt qu'une tragédie. Au moins les Turcs n'ont pas prétendu être leurs frères. L'Église orthodoxe ne pardonnera jamais. Même quand l'Empire byzantin se trouvera en danger mortel face aux Turcs, même quand des empereurs tenteront de réunifier les Églises pour obtenir l'aide militaire de l'Occident, le peuple refusera. En 1439, l'empereur Jean VIII Paléologue signera l'union des Églises au Concile de Florence. Le peuple byzantin rejettera cet accord. Mieux vaut tomber aux mains des Turcs que se soumettre aux Latins. Cette rupture aura des conséquences qui dureront des siècles. Aujourd'hui encore, l'Église orthodoxe se méfie de l'Église catholique. Les relations se sont améliorées, certes. En 2001 et 2004, le pape Jean-Paul II a présenté des excuses pour le sac de Constantinople. Le patriarche Bartholomé Ier les a acceptées. Mais les blessures de 1204 ne sont pas complètement guéries. Quand la nouvelle du sac de Constantinople atteint Rome, le pape Innocent III est horrifié. C'est lui qui avait lancé cette croisade. Il voulait reconquérir Jérusalem, unifier la chrétienté sous son autorité. Au lieu de ça, ces croisés ont détruit la capitale de la chrétienté orientale et créé un empire latin fantoche qui ne durera que 60 ans. Innocent III rédige des lettres indignées. Il condamne les violences, les pillages, les sacrilèges. Mais il reste pragmatique. Puisque Constantinople est tombée, puisqu'un empire latin existe maintenant, autant l'utiliser. Il envoie son soutien à l'empereur Baudouin. Il nomme un patriarche latin à Constantinople. Il espère que cette conquête forcera au moins l'Église orthodoxe à reconnaître l'autorité papale. Ce pragmatisme scandalise beaucoup de contemporains. Des chroniqueurs, des théologiens, des moines dénoncent la croisade dévoyée. Comment des hommes qui avaient juré de libérer Jérusalem ont-ils pu attaquer des chrétiens? Comment des chevaliers portant la croix ont-ils pu violer et massacrer? Comment des prêtres ont-ils pu bénir cette entreprise? Geoffroy de Villehardouin, dans sa chronique, tente de justifier les actions des croisés. Il présente les Byzantins comme sournois, traîtres, méritant leur sort. Il minimise les violences, exagère les provocations grecques. Mais son récit est si biaisé que même les lecteurs médiévaux s'en rendent compte. Robert de Clary, lui, est plus honnête. Il décrit le pillage sans phare, raconte les excès, mentionne les promesses brisées. Son récit montre que même parmi les croisés, certains savaient qu'ils avaient commis quelque chose de terrible. Dans toute l'Europe, le sac de Constantinople devient un symbole de la corruption des croisades. Les premières croisades avaient été menées par des hommes qui croyaient vraiment sauver la Terre sainte.
La quatrième croisade montre que les croisades sont devenues des entreprises commerciales et politiques où la foi sert de prétexte à la rapacité. Pour Venise, 1204 marque le début d'une ère de domination totale en Méditerranée orientale. La République contrôle désormais les routes commerciales les plus lucratives. Les épices d'Asie, la soie, les pierres précieuses, tout passe par les ports vénitiens. Les douanes vénitiennes s'enrichissent avec chaque cargaison. Les chevaux de bronze de l'hippodrome de Constantinople deviennent le symbole de cette victoire. Installés sur la basilique Saint-Marc, ils proclament au monde entier que Venise est la nouvelle reine de la Méditerranée, l'héritière de Constantinople. Le quadrige représente le transfert du pouvoir de Byzance à Venise. Les reliques volées enrichissent les églises vénitiennes. Les trésors pillés décorent les palais. Dandolo lui-même, selon certaines sources, fait expédier des marbres précieux à son fils Renier pour construire le grand palais des Dandolo sur le Grand Canal. Des colonnes de marbre vert, des chapiteaux byzantins, des sculptures antiques ornent les bâtiments vénitiens. Cette richesse transforme Venise. La cité lagunaire de 100 000 habitants devient une puissance internationale. Son empire s'étend de l'Adriatique à Chypre. Ses colonies couvrent toute la Méditerranée orientale. Ses marchands sont les plus riches d'Europe. Ses galères sont les plus rapides. Son arsenal est le plus grand chantier naval du monde. Cette domination durera plus de 2 siècles. Ce n'est qu'au XVe siècle que Gênes commencera vraiment à concurrencer Venise. Et ce n'est qu'après la chute de Constantinople en 1453 que l'empire vénitien commencera à décliner. Les Ottomans prendront progressivement le contrôle de la Méditerranée orientale. Venise perdra ses colonies une à une. Mais pendant 250 ans, la Sérénissime régnera en maîtresse absolue sur les mers. Pour les croisés francs, le résultat de la quatrième croisade est plus mitigé. Beaucoup ont obtenu des fiefs en terre byzantine. Des chevaliers français deviennent seigneurs en Grèce. Des comtes flamands règnent sur des îles. Des barons allemands administrent des villes. Mais ces conquêtes sont fragiles. Les Byzantins ne se résignent jamais à la domination latine. Des guerres constantes opposent l'Empire latin aux États successeurs grecs. Les Bulgares attaquent régulièrement. Les Turcs profitent du chaos pour s'étendre en Asie mineure. Maintenir ces conquêtes coûte cher en hommes et en argent. Et surtout, Jérusalem n'a pas été reconquise. C'était le but initial de la croisade. Les croisés devaient libérer la Terre sainte. Au lieu de ça, ils ont conquis Constantinople et se sont embourbés dans les querelles byzantines. Jérusalem reste aux mains des musulmans. Elle ne sera d'ailleurs jamais reconquise de manière durable. Beaucoup de croisés rentrent chez eux après le couronnement de Baudouin. Ils ramènent leurs trésors, leurs reliques volées, leurs histoires de la fabuleuse Constantinople. Certains deviennent riches grâce au butin. D'autres sont ruinés, ayant dépensé toute leur fortune pour financer l'expédition et ne recevant qu'une part minime du pillage. Louis de Blois rentre en France avec des reliques pour les églises de son comté. Boniface de Montferrat reste à Thessalonique, où il sera tué en 1207 dans une bataille contre les Bulgares. Simon de Montfort, qui avait refusé d'attaquer Constantinople, devient célèbre comme chef de la croisade contre les Albigeois dans le sud de la France. Geoffroy de Villehardouin reste en Orient. Il devient prince d'Achaïe, dans le Péloponnèse, et y fonde une dynastie qui durera jusqu'en 1278. C'est là qu'il rédige sa chronique de la conquête de Constantinople entre 1207 et 1212. L'empire latin de Constantinople ne sera jamais stable. Dès sa fondation, il est contesté par les Byzantins. Baudouin Ier règne moins d'1 an avant d'être capturé et tué par les Bulgares. Son frère Henri Ier de Hainaut lui succède et gouverne mieux, maintenant l'empire pendant une décennie. Mais après sa mort en 1216, la décadence commence. Les empereurs latins se succèdent, chacun plus faible que le précédent. Ils sont constamment en guerre contre l'empire de Nicée, le despotat d'Épire, le royaume bulgare. Ils manquent d'argent, de soldats, de légitimité. La population grecque les déteste et les considère comme des occupants. Venise, elle, prospère. Mais même la Sérénissime se rend compte que l'empire latin est un boulet. Il faut constamment envoyer des troupes pour le défendre. Il coûte plus cher qu'il ne rapporte. Les Vénitiens préféreraient simplement contrôler les ports et les routes commerciales, sans avoir à maintenir un empire fantoche.
En 1261, l'inévitable se produit. Michel VIII, paléologue, empereur de Nicée, reconquiert Constantinople. Les Latins sont chassés. L'Empire byzantin est restauré. Baudouin II, le dernier empereur latin, s'enfuit à Venise avec ce qui reste du trésor impérial, y compris la couronne d'épines que Louis IX de France achètera pour la Sainte-Chapelle de Paris. L'Empire latin de Constantinople a duré 57 ans, presque 2 générations. Pendant ces 57 ans, il a épuisé les ressources de ses maîtres latins, aliéné définitivement les Grecs et affaibli fatalement l'Empire byzantin. Quand les Byzantins reprennent Constantinople en 1261, leur empire est l'ombre de ce qu'il était en 1203. Il ne s'en remettra jamais. Pendant que Latins et Byzantins se battent pour Constantinople, un nouveau pouvoir émerge à l'est. Les Turcs seldjoukides contrôlent déjà une grande partie de l'Asie mineure depuis la bataille de Manzikert en 1071, mais ils sont divisés en plusieurs sultanats. L'un de ces sultanats, autour de la ville de Söğüt, est dirigé par un chef nommé Osman. En 1204, Osman a environ 45 ans. Son territoire est minuscule, mais il profite du chaos qui suit la chute de Constantinople. L'Empire byzantin est divisé. L'Empire latin ne peut pas défendre l'Asie mineure efficacement. Les populations grecques sont démoralisées. Osman commence à étendre son territoire. Ses successeurs continueront cette expansion. Orhan, Murad, Bayezid, les premiers sultans ottomans grignotent progressivement les terres byzantines. En 1354, les Ottomans traversent le Bosphore et s'implantent en Europe. En 1389, ils écrasent les Serbes à la bataille de Kosovo. En 1402, ils vainquent les Mongols de Tamerlan. Quand Mehmed II assiège Constantinople en 1453, les Ottomans contrôlent déjà presque tout l'ancien empire byzantin. Constantinople n'est plus qu'une enclave, une ville isolée au milieu de territoires turcs. La ville qui comptait 300 000 habitants en 1203 n'en compte plus que 50 000 en 1453. Les murailles théodosiennes, qui avaient résisté aux croisés en 1203 à 1204, tombent face au canon géant de Mehmed II. Le dernier empereur byzantin, Constantin XI, meurt en combattant sur les remparts. L'Empire byzantin disparaît définitivement. Constantinople devient Istanbul, capitale de l'Empire ottoman. Certains historiens pensent que si Constantinople n'avait pas été affaiblie par le sac de 1204, les Byzantins auraient pu résister aux Ottomans. Peut-être auraient-ils pu maintenir un empire fort en Asie mineure et dans les Balkans. Peut-être auraient-ils pu arrêter l'expansion turque. Nous ne le saurons jamais. Mais une chose est certaine. 1204 a rendu 1453 inévitable. Un des aspects les plus troublants du sac de Constantinople, c'est la dispersion des reliques. Avant 1204, Constantinople était la capitale mondiale des reliques chrétiennes. Les empereurs byzantins avaient rassemblé pendant des siècles tous les objets saints qu'ils pouvaient trouver. Des fragments de la vraie croix, les clous de la crucifixion, la couronne d'épines, le mandilion, des ossements d'apôtres, de martyrs, de saints par centaines. Ces reliques avaient une valeur religieuse immense pour les chrétiens médiévaux, mais elles avaient aussi une valeur économique énorme. Une église qui possédait une relique importante attirait des pèlerins. Les pèlerins dépensaient de l'argent. L'Église s'enrichissait. Certaines abbayes vivaient principalement des offrandes des pèlerins venus vénérer leurs reliques. Les croisés le savaient. Quand ils ont pillé Constantinople, ils ont systématiquement vidé les églises de leurs reliques. Martin de Péris, cet abbé allemand, a rempli des sacs entiers. Günther de Péris, qui a écrit sa biographie, dresse un inventaire impressionnant. Des fragments de la vraie croix, un morceau du roseau donné au Christ, du sang de Jésus, des cheveux de Jean-Baptiste, un bras de Saint-Jacques, une dent de Saint-Laurent et des dizaines d'autres. Ces reliques ont été dispersées dans toute l'Europe. Des églises françaises, allemandes, italiennes, flamandes en ont reçu. Beaucoup sont perdues ou détruites aujourd'hui. La Révolution française en a détruit un grand nombre, les guerres de religion en ont détruit d'autres, mais certaines existent encore. La couronne d'épines, achetée par Louis IX à Baudouin II en 1238, était conservée dans la Sainte-Chapelle de Paris. Lors de l'incendie de Notre-Dame, en 2019, elle a été sauvée par les pompiers.
Le reliquaire de Limbourg, avec son fragment de la vraie croix, existe toujours en Allemagne. Les chevaux de bronze sont toujours à Venise, même s'ils sont maintenant remplacés par des copies sur la basilique. Cette dispersion a privé l'Église orthodoxe d'une partie de son héritage. Quand les Byzantins ont reconquis Constantinople en 1261, ils ont trouvé leurs églises vides, leurs reliquaires brisés, leurs trésors disparus. C'est une blessure qui ne s'est jamais refermée. Au fil des siècles, la mémoire du sac de Constantinople a évolué. En Occident, pendant longtemps, on a préféré oublier. Les chroniqueurs médiévaux qui en ont parlé l'ont souvent minimisé ou justifié. Villehardouin prétendait que les Grecs l'avaient bien cherché. D'autres chroniqueurs ignoraient simplement l'épisode. En Orient, par contre, la mémoire est restée vive. Pour les Grecs, les Russes, tous les peuples orthodoxes, 1204 symbolise la trahison de l'Occident. Les Latins qui se disaient « frères dans la foi » ont détruit la capitale de l'orthodoxie. Cette mémoire a alimenté pendant des siècles la méfiance envers l'Église catholique et l'Occident en général. Au XIXe siècle, avec le développement de l'histoire scientifique, les historiens ont commencé à étudier sérieusement la 4e croisade. Ils ont lu les chroniques byzantines, confronté les sources latines et grecques, reconstitué les événements. Le verdict a été sévère pour les croisés. Stephen Runciman, grand historien britannique des croisades, a écrit dans son œuvre majeure « Le sac de Constantinople est un crime sans excuse. Aucune justification ne peut effacer la honte de cette entreprise. » D'autres historiens ont été plus nuancés, essayant de comprendre les motivations économiques et politiques sans pour autant excuser les violences. Au XXe siècle, les églises elles-mêmes ont commencé à faire face à cette histoire. En 1964, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier ont levé mutuellement les excommunications de 1095, tentant de réconcilier les églises. Mais le poids de 1204 restait. En 2001, le pape Jean-Paul II a écrit une lettre remarquable à l'archevêque d'Athènes. Il y reconnaissait « Il est tragique que les assaillants, qui visaient à garantir le libre accès pour les chrétiens de Terre Sainte, se soient retournés contre leurs frères dans la foi. Le fait qu'ils soient chrétiens latins remplit les catholiques d'un profond regret. » En 2004, pour le 800e anniversaire du sac, Jean-Paul II a rencontré le patriarche Bartholomée Ier à Rome. Le pape a demandé pardon pour les événements de 1204. Le patriarche a accepté ses excuses. C'était un moment symbolique important. Mais comme l'ont noté beaucoup d'observateurs, 800 ans de ressentiment ne s'effacent pas avec des excuses, aussi sincères soient-elles. Que nous apprend le sac de Constantinople en 1204 ? Plusieurs choses. D'abord, que les entreprises les plus nobles peuvent être détournées par la cupidité et l'ambition. La 4e croisade était censée libérer Jérusalem. Elle a fini par détruire Constantinople. Entre les deux, chaque détournement semblait justifié. Zara ? Il fallait bien payer les Vénitiens. Constantinople la première fois, il fallait bien aider Alexis IV. Constantinople la seconde fois, il fallait bien récupérer l'argent dû. Mais au final, l'objectif initial était complètement oublié. Jérusalem n'a jamais été atteinte. Au lieu de renforcer la chrétienté, la croisade l'a divisée irrémédiablement. Au lieu d'affaiblir l'islam, elle a affaibli Byzance, permettant aux Turcs de s'étendre. Ensuite, que les justifications religieuses peuvent servir à masquer les motivations les plus sordides. Le clergé latin a prétendu que les Grecs méritèrent d'être punis pour avoir tué Alexis IV, que c'était une œuvre pie de ramener les schismatiques dans le giron de Rome, que Dieu approuvait cette entreprise. Mais derrière ces justifications se cachait la simple cupidité. Les croisés voulaient de l'or. Les Vénitiens voulaient le contrôle du commerce. Le reste n'était que prétexte. Troisièmement, que les conséquences d'une action peuvent dépasser de loin les intentions initiales. Dandolo voulait résoudre un problème commercial et récupérer l'argent dû à Venise. Il ne pensait probablement pas qu'il détruirait un empire millénaire et ouvrirait la route aux Ottomans. Les croisés voulaient se faire payer. Il ne pensait probablement pas qu'il créerait un fossé définitif entre Orient et Occident chrétien. Quatrièmement, que la faiblesse invite l'agression. Si l'Empire byzantin n'avait pas été affaibli par ses querelles internes, si Alexis III n'avait pas vidé le trésor en s'enfuyant,
Si les Byzantins avaient été unis face aux Latins, peut-être que les croisés n'auraient jamais osé attaquer. La division byzantine a rendu l'attaque possible. Enfin, que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. 820 ans après le sac de Constantinople, les relations entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe se sont améliorées. Des excuses ont été présentées et acceptées. Mais la méfiance demeure. Dans la mémoire collective orthodoxe, 1204 reste le symbole de la trahison occidentale. Le 13 avril 1204, quand les croisés ont franchi les murailles de Constantinople, ils pensaient peut-être qu'ils récupéraient simplement ce qui leur était dû. Quand ils ont pillé les églises, violé les femmes, massacré les habitants, ils se disaient probablement que c'était la guerre, que c'était leur droit de conquérant. Mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est détruire l'un des piliers de la civilisation chrétienne. Constantinople était la gardienne de l'héritage grec et romain. Ses bibliothèques contenaient des trésors de connaissances. Ses églises abritaient les reliques les plus sacrées. Ses artistes créaient les œuvres les plus belles. En 3 jours de folie destructrice, une partie de cet héritage a été perdue à jamais. Ils ont aussi créé une blessure qui ne s'est jamais refermée. Avant 1204, malgré le schisme de 1054, les chrétiens d'Orient et d'Occident se considéraient encore comme frères. Après 1204, cette fraternité était morte. Les orthodoxes ont appris à mépriser et à craindre les catholiques. Cette division a affaibli toute la chrétienté face à l'expansion musulmane. Et finalement, ils ont ouvert la route aux Ottomans. En affaiblissant mortellement l'Empire byzantin, en le divisant, en le pillant, ils ont créé un vide que les Turcs ont rempli. 2 siècles et demi plus tard, Constantinople tombait définitivement, cette fois aux mains des musulmans. Quand on regarde le sac de Constantinople avec le recul de l'histoire, on voit une tragédie aux multiples niveaux. Une croisade dévoyée qui attaque ses propres frères. Une cité millénaire pillée et humiliée. Un empire détruit qui ne s'en remettra jamais. Une chrétienté divisée qui paiera ce prix pendant des siècles. Les croisés pensaient conquérir. Ils ont détruit. Ils pensaient s'enrichir. Ils ont appauvri la chrétienté tout entière. Ils pensaient servir Dieu. Ils ont trahi tout ce que leur foi était censée représenter. Le 13 avril 1204 n'est pas seulement la date du sac de Constantinople, c'est le jour où l'Occident a trahi l'Orient, le jour où la cupidité a triomphé de la foi, le jour où la 4e croisade a montré au monde que les croisades n'étaient plus des guerres saintes, mais des entreprises de pillage déguisées en piété. Et c'est ce qui rend cette histoire si troublante. Parce qu'elle nous force à nous demander combien d'autres fois dans l'histoire les plus nobles causes ont-elles été détournées par les plus bas instincts? Combien de fois avons-nous justifié l'injustifiable au nom de Dieu, de la patrie ou de quelque autre idéal? Le sac de Constantinople nous rappelle que les intentions déclarées ne comptent pas. Ce qui compte, ce sont les actes. Et les actes des croisés en avril 1204 parlent plus fort que tous les sermons de leurs prêtres. Ils ont détruit ce qu'ils prétendaient protéger. Ils ont trahi ceux qu'ils appelaient frères. Ils ont souillé la croix qu'ils portaient sur leurs épaules. L'histoire du sac de Constantinople est l'histoire d'une trahison. Pas seulement la trahison de Byzance par les Latins, mais la trahison de la foi chrétienne elle-même par ceux qui prétendaient la servir.